Mon invité du jour est Jean Sévilla. Il nous présente son ouvrage « Une histoire inédite de la France en 100 cartes ». Il est chroniqueur notamment au Figaro Magazine. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous est venue l'idée de réaliser même un ouvrage fait de 100 cartes ? J'avais publié il y a 6 ans une histoire passionnée de la France, qui était une histoire de France, un récit complet, avec quelques cartes. Puis il existe aussi des atlas de l'histoire de France où il y a beaucoup de cartes, mais il y a peu de texte. Moi, j'ai voulu faire une sorte de mixte, en quelque sorte, c'est-à-dire à la fois un livre où le texte et l'image, le texte et la carte ont autant d'importance, se répondent l'un à l'autre, et avec une répartition en 100 cartes qui couvre 1500 ans ou plus, de façon à couvrir, évidemment c'est une histoire synthétique, c'est plus que synthétique, mais il me semble que les grandes phases de notre histoire sont toutes là. Est-ce que selon vous, les cartes manquent dans la presse? Parce qu'on a l'impression qu'à part quelques presses spécialisées comme Le Monde Diplo, peu de journaux, en tout cas peu de quotidiens, et même la presse télévisée utilise finalement assez peu la carte. Pourquoi ? C'est assez étonnant, même dans les manuels scolaires d'aujourd'hui, dans ma génération, il y avait des cartes dans tous les manuels. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a régressé. Je n'ai pas d'explication technique. Les étudiants en géographie aujourd'hui sont rares. Les professeurs de géographie ça a toujours été une spécialité un peu étroite, hein. Alors qu'on ne peut pas comprendre. En géopolitique, c'est évident, vous venez de le dire, mais même en histoire, la carte éclaire les événements. C'est le sens et le but de ce livre. Et alors, pour un livre pareil, quelle est la méthode de travail? Vous avez 2 cartographes avec vous, Jean-François Ségard et Nicolas Poussin. Comment ça se passe? Écoutez, moi j'ai fait une première liste, puisque avec mon éditeur, on avait arrêté le principe de 100 cartes. Donc j'ai fait une liste de 100 cartes couvrant l'ensemble de notre histoire au sens large. Et à chaque fois, les cartographes ont travaillé donc sur cette liste et m'ont fait des suggestions. C'est que parfois, dans ma liste, il y avait des périodes qui ressemblaient. Ils ont vu qu'une carte allait être trop ressemblante par rapport à la précédente. Ils m'ont fait des suggestions. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire ceci qui va changer? Ils avaient raison. Parfois, je tenais à mon point de vue. Donc, ils ont fait ce que... Voilà, c'était une sorte de dialogue à deux. Mais qu'encore une fois, c'est un livre où la carte a autant d'importance que le texte. Et donc, la coopération avec les 2 cartographes a été excellente. Et les cartes sont très, très belles. Est-ce que vous avez des cartes fétiches dans cette histoire de France? Est-ce qu'il y a 2-3 cartes qui vous parlent particulièrement, une partie de l'histoire que vous aimeriez plus qu'une autre? J'aime un peu tout. Alors, je trouve que la cartographie est claire. Si vous voulez, la guerre de 100 ans, qui est une histoire extrêmement compliquée, si on n'a pas une carte sous les yeux, on ne comprend rien, si vous voulez. Donc, moi, je trouve que là, la carte est claire. Alors, il y a des cartes dans ce livre qui sont un petit peu inédites à leur façon. Par exemple, moi, je suis pas trop amateur de la Révolution française, je m'intéresse plutôt au phénomène contre-révolutionnaire et j'ai beaucoup de livres, il y a beaucoup de livres sur l'histoire de la contre-révolution, des contre-révolutions, et on s'aperçoit qu'en réalité il y a eu plusieurs, non seulement la Vendée, la chouannerie, mais enfin il y a eu plusieurs mouvements, des petits mouvements contre-révolutionnaires sur l'ensemble du territoire français. Je n'avais jamais trouvé de carte qui les montre tous. Alors dans ce livre, je vais faire une carte où il y a l'ensemble des mouvements contre-révolutionnaires, ce qui me paraissait intéressant, parce que c'est un petit peu à contre-courant. Alors, vous êtes journaliste contre-révolutionnaire, mais néanmoins moderne, puisqu'on peut utiliser un QR code dans le livre. Expliquez-nous ça. Oui, le livre se termine sur une carte du coronavirus, parce qu'à mon avis, avec le recul du temps, c'est pas fini. On verra ça comme un moment historique dans l'histoire de la France. Et en effet, comme il fallait arrêter, la carte qui est dans le livre est arrêtée à la mi-juin, parce que le livre devait partir chez l'imprimeur. Mais en téléchargeant le QR code avec son téléphone, on tombe sur une carte actualisée de l'actuelle carte de la situation sanitaire de la crise de coronavirus. Oui, alors pour rappeler à nos téléspectateurs, il y a 5 parties. Il y a les origines, le Royaume de France, Nation française, XXe siècle et la France de demain. Donc la France de demain qui compte notamment cette actualité du coronavirus, puisqu'on est en plein dedans, mais aussi celle des Gilets jaunes, qui va pouvoir probablement revenir, ainsi que tout un tas d'évolutions, notamment d'évolutions démographiques, sociales, on pourrait dire, et sociologiques. Vous montrez notamment 3 cartes, une sur l'évolution de la langue, de la pratique religieuse et sur les évolutions électorales. Est-ce que vous pensez que dans quelques décennies, ce sera toujours judicieux de parler de la France
comme pays. Vous parlez même de l'Europe, page 197, j'ai noté, il y a une carte de l'Europe. Est-ce que ce livre va pas très rapidement passer justement à l'histoire ancienne ? Alors, je ne le crois pas vraiment. C'était certain que un certain nombre de fondamentaux qui fondent l'identité française sont aujourd'hui menacés, bouleversés, c'est évident. Mais vous savez, la France est une nation qui a 1000 ou 1500 ans d'histoire. Ce sont des constructions très anciennes. Ça ne se démolit pas en 10 ans, 20 ans, 30 ans, si vous voulez. Donc, il y a aussi des capacités de résistance, des capacités de renaissance qui peuvent exister. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Alors, page 32, je donne le numéro de la page, on mettra une capture, c'est le début de la France. Comment vous fixez historiquement ce début ? Ça pose toujours tout un tas de débats. Il y a toujours un débat, c'est pour ça que de toute façon je commence dès les origines. Il y a un chapitre qui est la France avant la France. Il y a les sites préhistoriques par exemple, c'est évident que la France est très loin, et même sous les Gaulois c'est pas encore la France, les Mérovingiens c'est pas encore la France, etc. Clovis c'est un symbole parce que c'est le premier roi chrétien qui se fait baptiser catholique en plus. Si on regarde l'espace sur lequel Clovis a régné, ça ressemble, ça inclut la Belgique actuelle, mais enfin ça ressemble, il y a une grande part du territoire actuel de la France. Donc symboliquement, Clovis pose une souveraineté, un début d'État, très embryonnaire évidemment. C'est un ancêtre de la France, et donc symboliquement on peut le considérer comme un pré-roi de France ou un roi de la pré-France en tout cas. À travers toutes ces cartes, quelle est la France la plus grande en superficie ? En superficie, est-ce que c'est la France? C'est un vrai débat, mais c'est évidemment l'Empire de Napoléon. En 1811, c'est 130 départements, mais qui inclut l'actuelle Hollande, un morceau de l'Allemagne, un morceau de la Suisse, le nord de l'Italie. Alors, est-ce que c'était la France? Non, il y a une souveraineté française éphémère, comme a été éphémère la construction napoléonienne. Pendant 4 ans, il y a une souveraineté française sur la moitié de l'Europe. La France la plus réduite, ce serait à quel moment de cette histoire ? C'est sans doute au Moyen-Âge, évidemment. Le petit roi de Bourges, pendant la guerre de 100 ans, il y a des moments où la souveraineté du roi de France s'exerce sur un tout petit territoire. Oui. Merci beaucoup, Jean Sévillat. On vous retrouvera bientôt dans d'autres ouvrages. Je garde mes petits secrets pour moi, mais il y aura des parutions de Jean Sévillat l'année prochaine, oui. Merci beaucoup.